Merci. Bonsoir. J'ai pas de montre, tu me préviendras quand... Ok. 5 minutes avant. Voilà, 5 minutes avant, tu me le dis. 5. Alors, l'histoire donc était l'objectif, c'est dans le sujet que Rémi m'a demandé de vous traiter. Et, mon Dieu, ça ressemble un peu à une question de philosophie de terminale. On trouve d'ailleurs des corrigés en ligne, 955 mots, 1,80 €. C'est un sujet un peu bateau, il faut dire, pour un programme de bachotage. Et la méthode scolaire voudrait naturellement que l'on discute d'abord de chacun des termes du sujet. L'histoire, c'est vaste. La discipline a sa propre histoire d'abord, ce qu'on appelle l'historiographie et ses propres écoles. Et elle recouvre bien des manières diverses de procéder. Je pense que si on met plusieurs historiens, mes collègues et moi de l'université, on n'aura jamais absolument la même manière de procéder. Une science. Alors je parle à Montpellier, patrie d'Auguste Comte. Auguste Comte est né en 1798. Vous savez que c'est Auguste Comte qui a inventé les sciences humaines, la sociologie, mais aussi l'histoire, en voulant que ces savoirs sur l'homme soient sur le modèle des sciences de la nature. Et donc il s'agissait de trouver les lois d'organisation des sociétés, c'est la sociologie, ou des lois de l'histoire, qui seraient des lois nécessaires, des lois positives. Et cette ambition de faire de l'histoire une science a accompagné dans les années 1880 la mue de la discipline de l'histoire romantique, à l'époque où l'historien était plutôt un prophète et un philosophe, Michelet ou Quinet, ils ne se prétendent pas pour des scientifiques, ils se veulent plutôt pour des prophètes, vers l'histoire positiviste, Seignobos, Lavis, bon, tout le monde connaît, dans une certaine génération, ou a connu le petit Lavis, qui était appelé l'instituteur national. Bon. Et c'est l'époque de ces années 1880 où Claudel parlait du bagne matérialiste ou du bagne positiviste. Et donc l'histoire a dû, elle aussi, entrer dans ce bagne. Et bon, on en est sorti, mais il nous en est resté malgré tout quelque chose de cette ambition scientifique que je ne renie absolument pas, des méthodes, nos méthodes de laboratoire, notre chronologie comme règle absolue, le péché de l'historien absolu, c'est l'affreux anachronisme, nos techniques d'investigation qui nous apparentent à Sherlock Holmes parfois, et nos procédures également comme une science, nos procédures de vérification, la communauté des historiens, c'est-à-dire que l'histoire est un discours qui se vérifie, et d'abord par une communauté de travail qui est celle des historiens. Mais attention, il y a également dans l'histoire du désir, de l'éros. Pensez que des gens qui passent leur vie dans des archives poussiéreuses, c'est pareil que des savants qui passaient leur vie à faire des expériences dans des pipettes dans un laboratoire. Pour y passer à faire sa vie sans savoir si on va trouver quelque chose au bout, il faut évidemment un peu d'éros, c'est-à-dire de désir, une pulsion de désir. Et il y a également dans l'expérience de l'historien du bonheur de la trouvaille, de l'intuition, une grande part de l'intuition. Alors vous allez me dire, oui, mais alors c'est pas scientifique. Si, ça ne sépare pas l'histoire de la science. Au contraire, il y a exactement la même chose aussi dans les sciences de la nature. Un savant qui travaille en chimie ou en biologie, il a tout autant besoin que l'historien d'éros, de bonheur de recherche, ou de sens de la trouvaille et d'intuition. Ne croyez pas que les sciences, sur ce plan-là en tout cas, que les sciences de la nature soient ici différentes des sciences humaines ou des sciences historiques. Il y avait le philosophe Dominique Lecourt qui avait travaillé sur l'imaginaire du savant, et il avait notamment montré que nos savants, nos biologistes, nos chimistes, nos physiciens, nos mathématiciens, alors ils avaient notamment 3 modèles. Prométhée, celui qui vole la connaissance aux dieux; Faust, celui qui passe la connaissance, qui fait un pacte avec le diable pour la connaissance; et Frankenstein, celui qui fabrique un autre réel. Donc voilà les roses du scientifique, de la science pure. Bon, mais l'historien, sur ce plan-là, a aussi besoin de ce type de pouce à l'action. Alors ceci dit, l'histoire n'est pas qu'une science, c'est aussi un discours. Pareil d'ailleurs, là aussi, que les sciences de la nature qui ont besoin du discours, des mathématiques pour s'exprimer. Un discours, un récit, une mise en forme, une construction, un genre littéraire qui a ses lettres de noblesse depuis longtemps. Et naturellement, l'histoire suppose un pacte de lecture, c'est-à-dire que l'histoire s'écrit toujours pour quelqu'un. Même si je fais l'histoire des chiens, c'est pas pour les chiens que je vais l'écrire, mais pour les propriétaires de chiens, si vous voulez. Donc, l'histoire, dans la manière même dont elle s'écrit pas en l'air. Elle s'écrit dans un contrat, dans un pacte, ce qu'on appelle un pacte de lecture. Donc voilà, déjà, pour décortiquer rapidement la notion d'histoire. Quant à la notion d'objectivité, alors, si vous prenez le dictionnaire, il y aura toute une série de sens qui n'ont pas le même poids.
objectivité, ça peut être l'impartialité, la justesse, la neutralité. Et en effet, on peut attendre de l'historien l'impartialité, la justesse, la neutralité, opposée à la partialité, au tendancieux ou au parti pris. Ça peut être aussi, donc bon, en ce sens-là, oui, bien sûr, l'histoire peut être objective, c'est-à-dire que tous les historiens ne cherchent pas à tromper leur monde et ne sont pas des gens de parti pris. Alors ça peut être plus compliqué, est-ce que l'objectivité, c'est la conformité à la réalité de l'objet, une représentation tout à fait fidèle de la chose observée, et un objet qui existerait en soi et indépendamment du sujet pensant. Alors bon là, je ne dis pas que c'est impossible pour l'instant, mais vous allez voir que c'est en tout cas une question plus compliquée. L'objectivité aussi, ça peut être pris au sens de l'universalité. Vous savez que c'est Fénelon qui disait « Le bon historien n'est d'aucun temps et d'aucun pays ». Là aussi, dissertation pour terminale, mais Fénelon disait ça contre Bossuet. Il faut se rappeler que Fénelon, c'était le rival de Bossuet, et Bossuet venait de publier son discours, il était historiographe du roi. Il venait de publier son discours sur l'histoire universelle pour le dauphin, puisqu'il était aussi la charge de l'éducation du dauphin. Et naturellement, Bossuet avait fait comme achèvement de l'histoire sainte le règne de Louis le Grand, de Louis XIV. Alors Fénelon, c'était un petit coup de pied de l'âne qu'il posait sur Bossuet, son rival. Donc, vous voyez que le sujet est vaste, et il ne s'agit pas ici, ce soir, de brasser trop d'idées générales. Surtout que, je l'avoue à Rémi, c'est une question, l'histoire est-elle capable d'objectivité, que je ne me pose absolument jamais. Et c'est la première chose qui m'a interloqué, c'est-à-dire pourquoi finalement, bon, moi qui appartient pourtant certainement parmi les historiens à la catégorie qui fait le plus d'usage de la philosophie, qui est non pas, je suis pas philosophe, mais parmi les historiens, je travaille sur les philosophes, je suis historien des philosophes, historien du religieux, des croyances, historien, je suis aussi quand même un peu philosophe puisque j'ai fait ma thèse sur Maritain et que je suis thomiste. Bon. Et donc moi qui suis quand même un peu philosophe et qui travaille en tout cas sur l'histoire des pensées philosophiques, etc., je me suis dit pourquoi, toi qui es finalement parmi les historiens un de ceux qui sont le plus susceptibles de se poser ce type de questions, l'histoire est-elle capable d'objectivité? Ne te la poses-tu absolument jamais, comme un oiseau finalement chante sans se poser trop de soucis sur le statut exact de son chant. Alors ma réponse, elle va tenir plutôt à essayer de vous expliquer comment procède l'opération historiographique. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est finalement faire de l'histoire dans ma manière à moi de la comprendre. Et le premier point sur lequel je vais insister, c'est là, en utilisant un mot qui va vous paraître barbare, mais qui est très magnifique, c'est un mot qu'on doit à Claudel, la haïté des choses, et notamment la haïté de l'objet historique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la haïté? C'est la capacité des choses à faire A, c'est-à-dire à exister et à faire A. Donc, Claudel en avait tiré tout un discours sur la haïté des choses. Qu'est-ce que c'est que pour moi l'essentiel de mon travail? C'est justement de trouver dans le passé des choses et de sélectionner, comme des pépites, des choses qui font A, c'est-à-dire qui existent et qui me requièrent par leur existence. L'essentiel de mon travail, c'est donc cette investigation, cette quête de la bonne trace. Bon, des traces, il y en a partout. Bon. Mais toutes les traces ne parlent pas. Ou en tout cas, ne parlent pas. Il y en a qui parlent plus ou moins bien. On pourrait dire. Il y en a qu'il faut faire parler. Bon. Toutes les traces ne parlent pas. La semaine dernière, pour vous donner un exemple, je travaille en ce moment, j'avais un petit truc à faire sur avec une dimension familiale, généalogique et familiale, et donc je regardais, parce que c'était la première fois que je découvrais ça, tous nos registres de paroisses sont actuellement en ligne. Donc si vous faites de la généalogie, vous pouvez vous trouver les registres paroissiaux en ligne, ce qui va, bon moi je suis pas généalogiste, mais ça va favoriser le travail des généalogistes. Et donc, je regardais une série de registres paroissiaux du XVIIIe siècle, et je suis tombé, donc comme ça, par la magie d'Internet, sur les registres paroissiaux de la paroisse Saint-Nazaire d'Aude, et je me suis fait copain avec le curé Pierre Baboulet, qui était curé donc de Saint-Nazaire d'Aude. Alors du coup j'ai regardé un peu, j'ai essayé de voir à partir de quel moment, et puis jusqu'à quel moment, donc j'ai trouvé qu'il était curé de Saint-Nazaire d'Aude, petit bled, qui est tout petit à l'époque, où il y a maximum 3 ou 4 baptêmes par an, de 1729 à sa mort. Il meurt à la tâche, le 26 mars 1749, la veille encore, il fait ses actes paroissiaux. Il meurt à 74 ans, le 26 mars 1749. Et ce curé était particulièrement zélé. D'abord, il parle des registres paroissiaux du XVIIIe, c'est rarement lisible, mais lui, il est parfaitement lisible. Et il était particulièrement zélé, c'est-à-dire que contrairement au décret du Concile de Trente, on le voit rajouter quelques éléments personnels dans la sécheresse des registres paroissiaux.
Et donc, par exemple, il donne beaucoup plus de détails qu'on en a d'habitude. Il se contente pas de 3 lignes minables, mais mal écrites, mais il développe, il donne, bon, donc c'est quelqu'un de tout à fait passionnant. Il conduit toute sa paroisse, et il nomme nommément les 63 hommes et garçons, les 62 filles, les 11 femmes et veuves, tous énumérés nommément qu'il conduit à sa paroisse pour recevoir le sacrement de la confirmation à la paroisse d'à côté. Et puis alors voilà ce qu'on tombait, l'an 1733, et le 14e jour du mois de juin, Jean-Louis Gojal, âgé de 16 ans, 9 mois et quelques jours, s'est noyé à la rivière d'Aude, un jour de dimanche, pendant que l'on chantait vêpres. Il se lui, n'ayant pas voulu y assister à la prière de ses amis qu'il en avait fort pressé, et ayant préféré le plaisir du bain à son devoir de religion. Grand exemple pour les jeunes gens et pour les parents qui ne veillent pas sur la conduite de leurs enfants, le corps du dit Jean-Louis fut trouvé le 18e du 10 mois dans la rivière auprès de la barque de Salelles et inhumé avec les honneurs accoutumés au cimetière de la dite paroisse par monsieur le prieur de Salelles. Ah, alors voilà quelque chose qui tout d'un coup touche quand vous êtes la nuit là devant vos registres paroissiaux, voilà quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà que ce Jean-Louis Gojal, mort en 1733, le 14e jour du mois de juin, il vous devient immédiat. Il vous devient immédiat, et voilà un événement qui fait A. C'est du réel, hein, c'est du réel brutal, qui parle et qui fait A. Du réel avec tout son poids ontologique, hein, du réel qui résiste. Ça s'approche avec tout le respect que l'on doit au réel. D'abord du saisissement, hein, puis il y a de l'amusement aussi, mais de l'étonnement. Ce curé qui s'affranchit des cadres en question et qui écrit son propre commentaire, on pourrait dire, qui rajoute son propre commentaire. Du réel où s'accroche de l'émotion, du réel où s'approche de la contemplation, et du réel qui favorise la première opération, à mon avis, du bon historien, c'est une sorte d'intuition de l'être. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais maritanien et thomiste. C'est quoi l'intuition de l'être? Eh bien, c'est justement être saisi par cet objet qui fait A. Hein, ça existe. Avant que ce soit mon existence, déjà j'ai quelque chose là qui me touche et qui existe. Maritain décrit ça très bien. Je vous en lis un extrait dans Approche sans entrave, un de ses derniers livres. C'était l'occasion de quelques réalités individuelles, saisies dans sa singularité par le sens externe, un arbre, un oiseau, le calme océan, une humble colline, ou le regard de notre aimé, ou un sourire, ou un geste de la main qui passe dans l'instant et qui ne reviendra plus jamais, ou à l'occasion de cette réalité secrète et cachée, mais éminemment mienne, qui est moi-même, et dont la conscience saisit l'exister, à quelques moments privilégiés. C'est à l'occasion de quelques réalités individuelles, saisies dans sa pure singularité, que l'intuition intellectuelle de l'être se produit ainsi. Mais en même temps et du même coup, car en voyant que cette rose est, je vois du même coup que, hors de mon esprit, sont aussi, chacun à sa manière, toute la foule des autres choses. C'est l'être, dans le mystère de son horizon sans limite, et de l'irréductible diversité avec laquelle il se pose devant nous, tout existant, qui est découvert à l'intelligence. Bon, puis il y a une autre phrase très belle qu'il a sur l'intuition de l'être. Bon, mais l'historien, il cherche justement ces fragments du passé ou ces traces qui sont aussi susceptibles de nourrir cette intuition de l'être. Et ce réel qui vient percer le double vitrage, on pourrait dire, de deux médiations. Parce que entre la mort de comment il s'appelait le malheureux, Jean-Louis Gojal et nous, il y a quand même deux vitres. La vitre d'abord de l'abbé Baboulet, hein, qui a rajouté le commentaire et qui a donné son interprétation. On pourrait interpréter cette noyade d'une toute autre manière. Et puis ma vitre à moi. Donc pensez que le fait historique vous parvient toujours à travers un double vitrage, mais que malgré tout, il y a certains faits qui sont capables de percer ce double vitrage, celui qui en témoigne, et puis l'historien qui vous le rapporte. Et donc l'essentiel de mon travail d'historien, hein, c'est donc de passer mon temps à chercher un peu à l'aveuglette, parfois en cherchant, c'est là qu'il y a le côté Sherlock Holmes, hein, je vais naturellement là où j'ai des chances de trouver des pépites, mais chercher ces éclats de passé qui sont susceptibles de percer ce vitrage du témoignage, ce vitrage du temps, pour rejoindre et pour être l'occasion de cette intuition de l'être. Je me rappelle par exemple, je travaillais sur Maritain, notamment sur ses carnets inédits. Et donc les carnets inédits, on ne peut même pas les consulter, c'est celui qui en est l'héritier, qui vous les lit quand on lui demande l'extrait. Et donc je lui avais demandé de me lire. Aujourd'hui ça se passerait plus comme ça, mais à l'époque j'étais un jeune historien, donc il n'avait pas encore entièrement confiance en moi, et donc il lisait, il voulait pas me confier Et donc je lui avais demandé de me lire le moment où Maritain revient à Paris, à l'automne 1944, après 4 ans qu'il a passé en exil aux États-Unis. Et il a donc
commencé à me lire ses notes au jour le jour qu'il prenait sur son journal, et inédite. Et à un moment, je dis, bah, arrête-toi, il faut que j'aille prendre l'air. Hein. C'est-à-dire, on était c'était un truc qui a été extrêmement lourd de tension. Bon, il parlait de beaucoup de gens que je connaissais sous d'autres aspects, ou qu'on connaissait parce que c'était De Gaulle, parce que c'était si. Bon, là, il en parlait d'une manière tout à fait intime. Et donc, il est submergé. Il y a ce côté où l'histoire est susceptible de vous submerger tout d'un coup d'émotions, et où quelque chose qui est complètement fini, complètement passé, mais malgré tout, vous rejoint avec tout le même poids de réel, et le même poids dans votre propre dimension actuelle et temporelle. Alors, la bonne histoire, les bons historiens sont rares, hein, mais les bons historiens sont ceux justement qui permettront cette intrusion avec brutalité de la trace et de l'émotion. Alors, il y a toujours évidemment, il y a de la violence, comme je le disais. Hein, il avait fallu que j'arrête la lecture pour sortir prendre l'air parce que j'étais submergé d'émotion. Et donc, naturellement, il y a toujours une tentation de filtrer. Le texte que je viens de vous lire sur la mort de Jean-Pierre Gojal, je pourrais le garder évidemment pour moi, ne pas le citer, etc. Et puis simplement en faire de la théorie ou le transformer à la manière indirecte, au lieu de le donner la pépite brutale. Hein. Il y a toujours pour l'historien la tentation d'interposer trop vite entre le lecteur et le fait qui dit A, des filtres. Des filtres, des masques, des gants stériles, des procédures prophylactiques, par exemple des chiffres. Hein. Je pourrais par exemple noyer la noyade de Jean-Paul Gojal en comptant combien il y a eu de noyés dans l'Aude, ou en faisant un grand raisonnement sur la mortalité infantile et le fait qu'on ne faisait pas de vieux os dans les sociétés dans l'Ancien Régime. Je peux également mettre un autre filtre qui est celui du concept et présenter surtout le commentaire du curé Baboulet en insistant sur son côté rigoriste. Hein, finalement, ce jeune homme s'est noyé parce qu'il n'est pas allé au Vêpres et qu'il a préféré aller se baigner et en faire tout un janséniste, etc. Donc il y a plein de manières pour moi, si vous voulez, de neutraliser, de domestiquer, de neutraliser le fait et d'amoindrir sa force brute. Hein, et je pense que les bons historiens, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de concept, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chiffres, mais ils vont malgré tout laisser le fait monter à la surface et lui donner une nouvelle chance de vie et une nouvelle chance d'effet, on pourrait dire tel quel. Une bonne pépite, ça ne se refuse pas. Et que le bon historien ne va pas passer trop vite au second degré, même si le second degré, on va le voir, est indispensable, mais au second degré de l'analyse. La question s'est posée, et il y a eu toute la protestation de Péguy, à l'époque justement où on est passé de l'histoire romantique à l'histoire positiviste. Parce que naturellement, ça a changé la discipline. Comme je vous disais tout à l'heure, l'historien romantique, c'est Michelet, c'est lui qui invente l'histoire de France, et donc il se prend pour un prophète, la nuit il se promène, et il présente les choses comment, la nuit il se promène dans les archives nationales, et puis il y a les voix qui sortent des rayons, alors il entend Jeanne d'Arc, et puis il entend Danton, et puis il entend Robespierre, et le lendemain il retranscrit plus ou moins fidèlement toutes les voix qui lui ont parlé dans la nuit, sur un ton de prophète de l'Ancien Testament. On est passé à partir des années 1880 à l'histoire par des petites notes, hein, qui doit se justifier par la preuve, par la petite note, etc. Et donc une sorte de dégradation, on a donné à l'histoire un peu de force, une sorte de carcan scientifique. Et ça faisait beaucoup râler Péguy et quelques autres contre l'histoire de la Nouvelle Sorbonne. Vous relirez les diatribes de Péguy dans L'Argent, par exemple, et sa charge contre Lavis, Langlois, qui étaient les grands historiens, Seignobos surtout, qui étaient les grands historiens de son époque. Alors je vous cite Péguy. Tout ce qu'il leur faut, c'est qu'il n'y ait pas des héros et des saints. Modernes, ils sont également contraires à la grandeur païenne et à la grandeur chrétienne. Tout ce qu'ils demandent, c'est que les deux grandeurs antiques, la grandeur païenne et la grandeur chrétienne, la grandeur héroïque et la grandeur de sainteté soient également diminuées, soient également atteintes, soient également rendues suspectes. C'est la grandeur même qui les blesse, qui leur fait mal. S'ils étaient sincères, ils nous désagrégeraient, nos héros et nos saints, c'est entendu, mais ils nous découvriraient d'autres grandeurs que peut-être nous ne soupçonnons pas. Et ils nous découvriraient même des héros et des saints que nous-mêmes, nous ne soupçonnons peut-être pas. Mais il n'y a pas de danger. C'est la grandeur même qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils veulent bien retirer toujours à l'idée que nous avons de l'homme et du monde, mais jamais y ajouter. Ils veulent bien désagréger les grandeurs qu'il y a, mais il n'y a pas de danger qu'ils nous découvrent des grandeurs que nous ne connaissons pas. Ils veulent bien que l'homme et l'humanité perdent toujours, mais ils ne veulent pas qu'elle gagne jamais. Comment se fait-il depuis le temps qu'ils travaillent, qu'ils n'aient jamais trouvé un héros, ni un saint, que nous eussions oublié de chômer? Voilà ce que je dis. Leur système, et Péguy a incriminé la modernité, leur système moderne, est un système de constante révision de tous les procès d'héroïsme, de tous les procès de sainteté, par une méthode qui est la méthode de l'épuisement indéfini du détail historique. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on perde de la valeur. C'est une décantation perpétuelle. C'est un abrasement continu. Ils sont comme des eaux. Ils opèrent une érosion continuelle. Tout ce qui dépasse, ils sont occupés qu'à le déraser. Et de leur marée, ils ne vont naturellement rien sortir.
Toujours on perd et jamais on ne gagne. Toujours ils prennent et jamais ils ne rendent. Toujours ils en ôtent et jamais ils n'en remettent. Ils ont créé une sorte d'irréversibilité spéciale à leur usage. Pour eux, le monde descend et ne remonte jamais. La quantité absolue de matière morale, la quantité absolue de valeur, la quantité absolue de dignité diminue toujours et ne reçoit jamais aucun accroissement, bon, etc. Vous savez, Peggy, il continue la même chose sur 50 pages. Bon. Donc, avec son style et son brio, mais aussi sa répétition. Alors, quand j'ai lu ça, bon, je me suis lisé évidemment comme historien, parce que c'est vrai que les historiens, comme je disais, le bon historien laisse remonter la pépite, mais ça n'empêche pas ensuite qu'il faut bien sûr de l'analyse, on ne peut pas en rester simplement à l'analyse. Et donc on va introduire ensuite aussi de la pépite et du concept. Bon, entre la pépite et nous, du concept. Et c'est évident que dans le concept, il y a de l'abrasement, en effet. Il y a en effet de l'érosion, il y a du second degré. On va passer du fait brutal qu'on somme et qu'on remonte à du second degré. Et c'est un second degré, donc à l'époque de Peggy, Peggy le percevait comme une perte justement, comme quand on passe du premier degré au second degré. Et naturellement, ça concerne notamment l'histoire religieuse. Lorsque l'histoire s'est attaquée aux origines chrétiennes, aux origines bibliques, et lorsque on est sorti simplement du témoignage rendu, Peggy a perçu ça comme une sorte d'amoindrissement, et de minima, passer de l'élan du premier degré, vous savez que dans le second degré, par contre, on tergiverse, on perd cet élan du premier degré. Et malgré tout, il laissait une porte à l'historien en disant peut-être que malgré tout, après avoir raboté leur second degré, peut-être qu'il pourrait en faire sortir quelque chose que nous ne soupçonnons pas. Et je pense que, en effet, l'histoire positiviste, façon la vie sous Seigneur-Boss, aujourd'hui elle est dépassée, mais que je pense que cette étape du second degré que décriait Peggy est nécessaire, mais qu'il y a une issue dans la mesure où, en effet, peut-être, on retrouve derrière le second degré le passage du concept et l'alourdissement du concept, on peut retrouver aussi peut-être une histoire qui aura de nouveau de l'élan et quelque chose qu'on ne soupçonnait pas au départ. Dans ce débat-là, on pourrait mettre toute la question et tout le divorce qu'il y a souvent entre l'histoire et la mémoire. Il y a souvent un conflit, notamment dès que ça touche aux guerres et aux guerres mondiales, entre l'historien et la mémoire. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La mémoire est toujours militante, et elle est toujours particulière. Et l'historien doit dépasser, évidemment. Et puis, si je prends par exemple la Seconde Guerre mondiale, toutes les mémoires ne sont pas à égalité. Toutes les mémoires ne sont pas à égalité. Et tous les morts dans la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas à égalité. Il y a ceux, par exemple, un mort dans un bombardement, il va être porté dans sa mémoire familiale, mais il n'y a pas de mémoire collective des morts dans le bombardement. Par contre, il y a les morts de la résistance, alors qu'ils vont être liés, la durée de la mémoire de la résistance va être très liée à la vie elle-même des résistants, et des différents types de résistance, etc. Et puis, naturellement, il y a les morts des victimes des persécutions raciales. Et là, ça va toucher une autre durée, parce que ça va être la durée du peuple lui-même qui est victime de ces persécutions raciales. Donc pensez déjà que toutes les mémoires n'ont pas les mêmes chances à l'échelle historique. Il y en a qui ont de la courte durée, il y en a qui ont de la longue durée, il y en a qui n'ont pas de durée du tout, etc. Et l'opération de l'historien, bien sûr, c'est une sorte d'arbitre de toutes ces mémoires. Il les reçoit, il les recueille, il les arbitre toutes. Et naturellement, il y a toujours donc de la distance entre l'historien lui-même et le travail de l'historien lui-même, et puis le travail des différentes mémoires. Et encore là, j'ai un cas facile, où il s'agit que de la mémoire de victimes. C'est encore plus compliqué si je prends dans un conflit la mémoire des ennemis, et des deux côtés, ça va pas être naturellement la même mémoire, etc. Et donc, il y a forcément du conflit entre l'histoire et la mémoire. La mémoire est dans le premier degré et l'histoire arrive justement comme quelque chose qui amoindrit, quelque chose qui abîme, quelque chose qui corrige, quelque chose qui... Et du coup, l'historien est souvent sur la sellette, parce qu'il apparaît comme quelqu'un, un empêcheur de mémoire, un empêcheur de la joie immédiate de la mémoire, en venant apporter le brume de la correction ou le brume du pluralisme au travail de la mémoire. Alors, ça n'empêche pas qu'on comprend en même temps le côté ici indispensable du travail historique, et en même temps les différents niveaux où intervient donc la vérité, histoire et vérité. Il n'y a pas, à mon avis, de catégorie spéciale de la vérité qui serait la vérité historique. Mais il y a d'abord donc la vérité et l'objectivité de la trace. Dans le cas tout à l'heure, Jean-Pierre Gaujal s'est noyé. Voilà la première réalité, le fait qui fait irruption. Ensuite, il y a la vérité des témoignages qui sont mêlés d'interprétations. Le curé Baboulet, tout à l'heure,
Il y voyait matière à édification dans la noyade de son paroissien. Mais attention, je touche aussi ici du réel. L'interprétation du curé Baboulet, elle a été productrice des faits. On en a sûrement fait des sermons. Peut-être que ça a changé le comportement des jeunes gens de la paroisse de Saint-Nazaire-sur-Dode. Et donc, l'interprétation de la mort de Gojal par le curé Baboulet a été, elle également, productrice des faits, productrice de réel. Et donc, attention, c'est pas parce que c'est une interprétation que ce n'est pas du réel. Une interprétation produit des effets, produit du réel. Et puis, troisième niveau de la vérité, il y a aussi la vérité, bien sûr, exigée de l'historien, mais exigée de l'historien comme elle est exigée de n'importe qui. C'est-à-dire que c'est une vérité qui dépend de mon système normal, de ma morale individuelle. Savoir qu'en tant qu'historien, mais évidemment, comme tout homme, je suis supposé ne pas mentir, je suis supposé ne pas truquer, évidemment, je ne vais pas retoucher les textes, ou cacher des choses sous le tapis, etc. Bon. Donc c'est, bien sûr, le lien entre l'histoire et la vérité. Il n'y a pas une catégorie spéciale, ici, de la vérité historique. La vérité intervient à tous les niveaux, au niveau du fait, au niveau de l'historien, mais dans le système global et général de la morale. Voilà donc le premier point, je n'ai que le premier point, combien de temps il me reste, sur lequel je voulais insister. Et donc d'abord, la haïté. Deuxième point, le pari, l'histoire, c'est aussi faire le pari de l'intelligibilité. C'est-à-dire penser que tous ces faits passés, on peut y trouver une grille intelligible. Et donc c'est toute la question du sens. L'historien, s'il ne pensait pas qu'il y a du sens dans l'histoire, ou une possibilité de sens dans l'histoire, et je mets sens aussi bien au singulier qu'au pluriel, puisqu'on peut y trouver plein de sens dans l'histoire, l'historien ne ferait pas ça, il ferait autre chose. Bon. Il faudrait, je sais pas. La question du sens de l'histoire. La question du sens de l'histoire, et donc, c'est une question philosophique, mais naturellement, elle est préalable au travail de l'historien. Et il faudrait d'abord décrire phénoménologiquement la question, l'ambiguïté du mot sens. Le sens, c'est d'abord à la fois la signification, l'histoire a-t-elle une signification, et puis l'histoire a-t-elle également une direction. On retrouve également le même ambiguïté dans le mot fin, lorsqu'on parle de fin de l'histoire. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire aura une terminaison, et est-ce que l'histoire a des fins, des buts? Est-ce qu'on voit des buts qui apparaissent dans l'histoire? Bon. Alors, l'histoire a-t-elle une signification? L'origine de la question. Quand est-ce que se pose la question du sens? Quand est-ce que nous posons la question du sens? La plupart du temps, le matin, devant votre glace, vous ne posez pas, si tout va bien, la question du sens. Vous allez poser la question du sens, la plupart du temps, dans l'expérience d'un malheur, d'une crise ou d'un malheur. C'est lorsqu'il y a la mort, lorsqu'il y a l'inachèvement, la limite, qu'on va poser brutalement la question du sens. Les grandes périodes de philosophie de l'histoire ont été les grandes périodes de malheur. C'est à l'époque de Napoléon, Saint-Augustin, le premier, à l'époque de la chute de l'Empire romain. Napoléon, quand Napoléon met fin à l'Ancien Régime, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, se lève Hegel, et c'est à travers nos deux guerres mondiales du XXe siècle qu'il y a eu aussi toute une grande période d'interrogation sur la philosophie de l'histoire. Donc la question de la signification est liée, les proverbes même vous le disent, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Regardez les Suisses, personne ne s'intéresse à l'histoire de la Suisse. Les Suisses ne nous intéressent qu'au moment où ils servent de refuge. Dans la guerre de 14-18, par exemple, à ce moment-là, tous les gens qui sont malheureux en Europe se réfugient en Suisse, aussi bien les dadaïstes que les léninistes, et à ce moment-là, les Suisses entrent en effet dans l'histoire. Sinon, l'histoire des Suisses n'intéresserait que les Suisses. Et ça signifie donc que les peuples malheureux en ont une, et c'est pour ça que la question a d'abord été portée par le peuple finalement le plus malheureux. C'est d'abord une question biblique, et c'est d'abord une question juive, la question du sens de l'histoire. Alors, bien sûr, il n'y a pas eu que du malheur dans l'histoire juive, mais il y a eu beaucoup de malheur, et c'est donc, notamment dans l'expérience, la question du sens de l'histoire a d'abord surgi dans l'expérience biblique. Et donc, l'histoire, c'est d'abord perçu comme quelque chose qui fait mal, dans des ruines, dans des écritures qu'on ne comprend plus, dans de l'instabilité, dans de la finitude, et dans de la mort, dans de la douleur, que se pose à ce moment-là la question, est-ce que tout cela a un sens? Donc dans l'expérience et dans la prise de conscience d'une crise, vous savez que le mot crise en grec signifie aussi révélation, c'est-à-dire est-ce que dans la crise, quelque chose se révèle, quelque chose se décide et se révèle. Et donc la question du sens de l'histoire, c'est une question de l'issue. Y a-t-il une issue à cette crise? Et une issue en termes bibliques, on appelle ça une libération ou un salut. Le mot salut, c'est ça. Un salut, c'est-à-dire une issue à la crise justement de l'histoire. Donc la question du sens de l'histoire, c'est celle du salut et de la perdition. Dans tous ces événements du passé, y a-t-il des éléments de salut, ou tout n'est-il que temps perdu, et que chaos et que temps perdu. Et donc c'est la question du temps sauvé.
l'opération historique suppose le temps sauvé, qu'on sauve quelque chose dans le temps. Ça, c'est sens au sens de signification. Mais sens, ça veut dire aussi direction. Et vous savez que l'humanité évolue, pour faire simple, sur 3 grandes conceptions du temps. Première grande conception du temps, le temps est une roue. C'est le temps cyclique des mythes antiques, le mythe grec par exemple, ou des spiritualités orientales, et l'éternel retour de la réincarnation, l'éternel retour de la roue de Shiva, le rocher de Sisyphe qui tombe sans arrêt de l'autre côté, la toile de Pénélope, ou le vase des Danaïdes qui se recommence en permanence. Bon. Donc l'éternel retour. Vous avez, attention, ce temps qui apparaît aussi dans certains livres de la Bible, l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité, rien de nouveau sous le soleil, etc., etc. C'est-à-dire, on est dans l'éternel retour. Et puis, deuxième temps, vous avez le temps fléché qu'on connaît bien, le temps qui a un commencement et une fin, le temps de notre civilisation judéo-chrétienne, de l'alpha à l'oméga, perçu comme une flèche, d'un commencement, donc vers une fin, comme notre Bible, d'une Genèse à une Apocalypse. Alors, le piège que je donne toujours à mes étudiants, c'est de leur demander quelle est la bonne conception du temps. Mais si les deux existent, c'est parce que les deux correspondent à une part de notre réel. Et donc, le temps cyclique, le temps biologique et cyclique, le temps cyclique, c'est notre temps biologique. C'est notre temps, en tant qu'on appartient à la nature, on vit la mort, exactement pareil que les plantes, les animaux, etc. On est dans cet éternel retour et cet éternel recommencement. Et le temps fléché biblique, c'est justement le temps de la libération. À savoir, c'est le temps du salut. C'est un temps non pas naturel, non pas biologique, mais un temps, ce temps fléché qui a une progression, qui a un début et une fin, c'est un temps surimposé par l'homme, et c'est le temps du salut. Et vers le salut, vers quoi? Vers notre troisième expérience du temps. Notre troisième expérience du temps, après le temps cyclique et puis le temps fléché, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Alors vous allez me dire, mais l'éternité, on ne la connaît pas. Si, on connaît l'éternité, dans la mesure où, si vous avez de la chance, justement au moment de l'intuition de l'être, quand vous avez telle ou telle intuition de l'être, voilà des moments qui... Je dis toujours à mes étudiants, supposez, vous êtes le 1er mai, il fait un temps magnifique, les examens sont terminés, vous êtes amoureux, et vous êtes assis sur l'herbe des pelouses du campus, vous êtes tellement bien, et vous anticipez, et vous participez à une telle réconciliation de vous-même avec vous-même, de vous-même avec autrui, de vous-même avec la nature et l'ordre du monde, que vous avez envie de brouter l'herbe. À ce moment-là, vous expérimentez un moment unique, qui va être très fugace, très éphémère, mais en même temps qui s'inscrit définitivement dans votre conscience. Et même si ces moments sont rares, même si 20 ans, 30 ans, 40 ans passent, ce moment-là, on en reste toujours équidistant. On a vécu au moins ce moment-là. C'est ça l'éternité. À la vue humaine, en tout cas dans l'expérimentation humaine qu'on peut en faire. Voilà un moment, nos disciples, ils vont redescendre du mont Tabor, alors qu'ils auraient bien aimé planter leur tente. Ça n'empêche pas ensuite que le souvenir du mont Tabor reste impérissable en eux. Bon, l'éternité, c'est ça. Et donc, quand vous regardez un peu le système du temps dans la Bible, le temps fléché, le temps de l'histoire flèche, c'est justement celui qui va de l'éternel retour qui est une malédiction. Dans les spiritualités orientales, c'est une malédiction, la roue de Shiva, la réincarnation, etc. À l'éternité, qui représente justement le temps sauvé. Et donc c'est le temps de la libération. La flèche de l'histoire est le temps de la libération entre la malédiction de l'éternel retour, la prison biologique, on pourrait dire, et le temps de l'éternité. Et donc ce temps-là, ce n'est plus un temps naturel, ce temps de la flèche. C'est un temps... Quel est le premier qui postule ce temps? C'est Moïse, lorsqu'il sort de l'éternel retour de l'esclavage, et lorsqu'il désigne un but. Or, à l'histoire, c'est la terre promise. Voilà le premier but de l'histoire, et la première longue marche. C'est à partir de Moïse et de l'errance des Hébreux dans le désert que l'histoire, telle qu'on la comprend aujourd'hui, se dessine, lorsque l'histoire devient une longue marche vers un but, une terre promise. Alors ensuite, le thème va changer, y compris dans la Bible. Déjà à l'époque de Jésus, on n'imagine plus tout à fait comme ça, mais le premier qui donne un sens à l'histoire, c'est Moïse. Et donc ce temps-là, c'est donc pas, vous voyez, un temps naturel, c'est un temps donné par Dieu, c'est un temps surnaturel, c'est un temps conquis. Et donc c'est le temps de la libération. À l'époque de Moïse, c'est encore à l'échelle de la nation et du peuple. À l'époque de Jérémie, ensuite, ça va devenir le salut à l'échelle de l'individu. Mais c'est donc la sortie de l'éternel retour. Et regardez comment dans la Bible, le mouvement est tout le temps de sortie. Abraham sort de la Mésopotamie, le peuple hébreu sort de l'Égypte, et Jésus sort du tombeau. Il s'agit toujours de sortir de quelque chose. Et l'histoire, c'est ça, c'est ce mouvement-là de sortie. Alors, évidemment,
tout ça va ensuite se séculariser, et notamment au XVIIIe siècle, avec celui qui a sécularisé. Il y a un grand débat au XVIIIe siècle qui a suivi, vous savez, bon, à l'époque ils n'ont pas eu le tsunami, mais ils ont eu en 1755 le tremblement de terre de Lisbonne. Et tous les philosophes du XVIIIe siècle, aussi bien des Lumières que de l'Aufklärung en Allemagne, Kant, Rousseau, Voltaire, se sont emparés du tremblement de terre de Lisbonne pour réfléchir sur la notion de providence et sur la notion également d'histoire, c'est-à-dire peut-on lire l'histoire d'une manière cohérente avec un projet providentiel, etc. Alors ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas mis à bas la construction biblique, ils l'ont simplement laïcisé, ils ont appelé la providence progrès, mais ils ont conservé exactement le même schéma de l'histoire fléchée. S'ils avaient rompu avec la Bible, ils auraient jeté le schéma de l'histoire fléchée en disant mais il n'y a que de l'éternel retour. Non, ils ont conservé la flèche, ce qu'ils ont laïcisé c'est le moteur. Puisque dans la Bible, le moteur, c'est la providence. À partir de Voltaire et de Kant ou de Rousseau, le moteur, ça va être un progrès immanent, ou des choses comme ça. Mais ils ont gardé exactement le même schéma. Et donc, ma discipline historique est tout à fait héritière, encore aujourd'hui, en postulant qu'il y a du sens dans l'histoire, est tout à fait héritière de la pratique biblique, de l'histoire. Alors, ça vous montre comment l'histoire reste une discipline de la route. Elle accompagne un chemin. On n'est pas encore dans l'éternité. Ce qui est déjà dans l'éternité, c'est la liturgie. Et d'ailleurs, vous avez d'abord la mémoire, puis l'histoire, et à la fin, ça finit en liturgie, dans certains cas. Regardez le 11 novembre, ça devient non plus un objet de mémoire particulière, non plus quand on fait chaque 11 novembre le culte des morts de la Première Guerre mondiale, on ne fait pas de l'histoire, on ne raconte pas leur histoire, on fait leur mémoire, ça devient une liturgie nationale. De la même manière, notre calendrier annuel, c'est notre calendrier des saints, c'est-à-dire on ne fait pas chaque fois l'histoire du saint de chaque jour, on les a transformés en une liturgie, un souvenir qui atteint une éternité. Si vous regardez bien, un calendrier liturgique reprend les trois formes du temps. C'est à la forme d'une année, donc c'est cyclique, mais ça se dévoile de l'Avent jusqu'au Christ roi, et donc c'est la flèche, et en même temps ça rend présent chaque jour des éléments du passé, ça vous les remémore et ça vous les commémore. Bon. Et donc l'historien, il n'en est pas là. Ça, c'est l'opération de la liturgie. Mais l'histoire s'interpose, on pourrait dire, entre la mémoire particulière et puis l'opération liturgique. Et vous avez donc le travail de l'historien, discipline de la route, pour savoir où est-ce qu'on en est sur ce chemin fléché qui va de l'éternel retour vers l'éternité. La laïcisation dont je parlais a également touché la question du moteur de l'histoire. Donc, le moteur de l'histoire dans la Bible, c'est la providence. Et à partir du XVIIIe siècle, donc, on va expérimenter toute une série d'autres moteurs. Bon, alors le premier dont je vous parlais, donc c'est Voltaire, c'est Condorcet, ils vont dire c'est le progrès. Bon, mais après on ne s'est pas arrêté là. Et donc Hegel a trouvé le moteur, c'est la raison immanente qui se dévoile et qui se révèle dans l'histoire. Et puis ils sont venus ensuite Marx par exemple, qui vous dit non, le moteur de l'histoire c'est la lutte des classes. La fameuse formule de Marx, toute l'histoire est l'histoire de la lutte des classes. Ce qui fait que autant, au départ, on n'a qu'une seule longue marche, encore à l'époque de Bossuet, c'est une seule longue marche qui part d'Adam et Ève, qui passe par Moïse et qui va jusqu'à Louis XIV. À partir du XVIIIe siècle, on va avoir un pluralisme de longue marche, puisque les hommes sont libres de leur sens. Et donc, pour les uns, l'histoire, ça va être la longue marche de telle ou telle nation. Pour les autres, l'histoire, ça va être la longue marche de telle ou telle classe, etc. Donc les hommes ont particularisé, on peut dire, les longues marches. Mais ce faisant, ils sont toujours restés dans le même schéma biblique. Début du 19e, c'est l'époque de la création des histoires nationales. Il y a un livre très intéressant d'Anne-Marie Thiès qui s'appelle La création des identités nationales. Pourquoi tout d'un coup faut-il inventer une histoire de France au début du 19e siècle? Parce que jusqu'à présent, l'histoire de France, on n'en faisait pas. On faisait l'histoire de la dynastie, des Louis, des Capétiens, etc. À partir du moment où on coupe la tête du roi, il faut trouver un autre principe d'organisation du passé. Et donc, on va trouver ce principe d'organisation du passé autour d'une notion abstraite, la France. On va créer le concept France, et c'est le travail justement de Michelet, puis pareil, on va créer l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de l'Italie, etc. Donc, création des identités nationales. Mais comment est-ce qu'on a créé ces identités nationales? Sur un modèle qui était l'histoire du peuple juif. Et donc, chaque peuple, du début, à l'époque romantique, chaque peuple qui s'est donné son histoire au début du 19e siècle, a pris comme modèle le peuple juif biblique.
Ça a d'ailleurs provoqué un réveil de l'antisémitisme, parce que chaque peuple s'est prétendu aussi élu, et à partir du moment où les Français, les Polonais, les Russes, les Anglais ou les Américains étaient élus, il y a eu du souci à se faire pour le seul peuple élu historique, qui est donc le peuple juif. Et donc il y a eu un réveil de mimétisme et une dialectique de remplacement vis-à-vis du judaïsme. La fameuse raison hegelienne qui accouche dialectiquement dans l'histoire, c'est quoi? C'est la laïcisation de la révélation progressive, le Dieu qui se révèle, d'abord par sa loi et ses mœurs, puis par ses prophètes, puis finalement qui s'incarne. Et la lutte des classes ou des races, mais vous avez déjà tout ça chez saint Paul, le premier grand philosophe de l'histoire, d'ailleurs c'est pas saint Augustin, c'est saint Paul. Lorsque saint Paul dit, saint Paul est le premier qui comprend un certain nombre de catégories qui font l'histoire et qui sont le moteur de l'histoire, et notamment sa fameuse catégorie, il n'y a plus ni grec ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, toute la lutte des classes, vous voyez qu'il dit plus que Marx, il en dit plus que Marx, avec son ni esclave, ni homme libre, voilà la lutte des classes. Avec ni homme, ni femme, vous avez tout ce qui se joue actuellement sur le genre, et actuellement on invente une histoire du genre qui n'existait pas jusqu'à présent, et avec ni juif, ni grec, vous avez toute une grammaire qui permet d'expliquer les différents moteurs de l'histoire. Donc c'était mon deuxième point, le pari. Et comme vous voyez, l'historien, même si c'est un historien croyant, même si c'est un historien marxiste, reste même sans le savoir, dans un schéma qui reste tout à fait biblique, qui est ce pari de l'intelligibilité. Alors là, il ne doit plus me rester du temps du tout. Qu'est-ce qu'il me reste un quart? Oh, ça va. Voilà. Alors, le troisième point, c'est comme je disais, donc, il y a donc la brutalité du fait historique. Deuxièmement, il y a le pari que c'est intelligible et qu'on va pouvoir trouver du sens. Alors, on pourrait d'ailleurs développer du sens. L'historien joue sans arrêt sur plusieurs durées. Il y a la très longue durée. Et l'événement historique lui-même change selon la durée dans laquelle on le considère. Et donc, on va ensuite arriver au troisième point, c'est-à-dire que l'historien aussi produit et a besoin de concepts. L'usage de concepts. Et sa marque propre, d'ailleurs, c'est pas dans le fait qu'il va faire remonter à la surface, ça, il a eu la chance de trouver des faits. Sa marque propre, évidemment, ça va être les concepts dont il va user. Et donc l'usage des concepts qui lui permettent une sorte de sémiologie des temps, c'est-à-dire lire les temps comme des signes. Et c'est là aussi que vous allez trouver, chez le bon historien, tout l'engagement des historiens. Où est l'engagement de l'historien? L'historien, comme tout le monde, il n'y a que les plantes qui ne sont pas engagées. Donc l'historien, comme tout le monde, se doit d'être engagé. Il n'a pas que sa mission d'historien, il a sa mission citoyenne, sa mission de croyant, etc. Donc c'est normal que tout ça rentre dans l'expérience de l'historien. Et simplement, s'il le fait de manière intelligente, son engagement d'historien, ça va rentrer dans le concept auquel il va aboutir. Qu'est-ce que c'est que le concept historique? Je vous en donne des exemples. Quand je vous ai dit qu'au début du XIXe siècle, on a créé les identités nationales, ça veut dire qu'on a créé un certain nombre de concepts. La France. Et un concept, c'est toujours anachronique. Par exemple, on dit, l'histoire de France, on fait remonter ça vers Vercingétorix, ça n'a aucun sens. La France n'existait pas à l'époque de Vercingétorix, ni à l'époque de Philippe le Bel, ni même à l'époque de Saint-Louis. Et donc, la France, tout à l'heure, je vous disais que l'anachronisme est le péché de l'historien, mais tout concept pêche toujours par anachronisme. Aujourd'hui, on fait, comme je vous le disais, de l'histoire du genre. Fait partie à la mode quand je dis à la mode, c'est pas du tout pour critiquer, c'est-à-dire que ça fait partie en effet des développements normaux de la discipline. C'est-à-dire que on va projeter nos grilles d'analyse actuelles sur l'histoire du genre, le masculin, le féminin, sur des périodes du passé. C'est évident qu'on va comme ça poser au passé des choses que le passé n'a jamais conscientisées à notre manière. Si je fais l'histoire du genre au Moyen-Âge, ou si je fais comment se comportaient les hommes et les femmes, les rapports masculinité, féminité dans l'Antiquité, je vais trouver plein de choses qui nourrissent ma problématique actuelle, mon histoire du genre actuelle, mais naturellement plein de choses que je vais retrouver dans les faits, que je ne vais pas inventer, mais qui n'ont jamais accédé à la conscience des acteurs, de ceux qui l'ont fait. De même que la France n'était pas dans la conscience des gens à l'époque de Jeanne d'Arc, le genre n'était pas dans la conscience des gens à l'époque antique ou à l'époque médiévale, etc. De la même manière d'ailleurs, de manière beaucoup plus proche de nous, la Shoah. La Shoah, c'est un concept qui n'existait pas à l'époque où l'événement a vraiment eu lieu. C'est un concept tout à fait récent. Si vous réfléchissez d'ailleurs au problème de l'extermination des Juifs, c'est quelque chose qui a changé plusieurs fois de nom. Au départ, ça n'a pas de nom. Et ça n'a pas de nom, et donc ça ne s'est pas encore séparé du reste de la connaissance historique. On a commencé par l'appeler génocide. Le mot a été forgé, génocide.
Et bon, le génocide, ça a été un début de prise de conscience du phénomène, de ce qui s'était passé. Puis, jusqu'aux années 70, on a parlé de Holocauste, hein, avec toute une série de notions, encore d'ailleurs dans le monde anglo-saxon, on parle de Holocauste. Et puis, en 1985, on a appelé ça, à partir du film de Lanzmann, Claude Lanzmann, Shoah, la Shoah. Et donc, ben, la Shoah, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque fois que ça a changé de nom, on a changé de prise de conscience derrière. Hein, le nom a désigné une autre conscience du phénomène. Par exemple, il y en a plein qui disent de manière naïve, hein, dans les médias, et chez les journalistes, qui sont les gens les plus naïfs que je connaisse, ou qui font en tout cas semblant de l'être, qui disent « Ah mais pourquoi est-ce que le pape ou Tartampion n'ont pas pris conscience de la Shoah ?» Tout simplement parce que la notion de Shoah n'existait pas. Et donc ils ne peuvent pas prendre conscience de quelque chose qui n'existe pas. Et pour que la Shoah existe, il a fallu quoi? Il a fallu 50 ans, 60 ans, 70 ans d'approche et de travail historique, de travail de la mémoire, mais aussi de travail de l'oubli. Il n'y a pas que le travail de la mémoire, il y a aussi le travail de l'oubli. Pour qu'un objet se singularise, il faut qu'on oublie beaucoup d'autres choses. Et donc, par exemple, lorsque j'ai commencé à travailler sur l'histoire de l'extermination des Juifs, je n'avais pas la même conscience. Encore actuellement, notre compréhension du phénomène est en train de changer. Par exemple, ces dernières années, on a beaucoup parlé, d'une façon qui est impropre, de la Shoah par balle. Bon, ça a été possible qu'après la fin du communisme et la libération un peu du territoire soviétique, on s'est aperçu que bon, il n'y avait pas que Auschwitz ou Treblinka et les camps d'extermination, mais il y a eu aussi des milliers et des milliers et des milliers de gens qui ont été abattus simplement d'une balle dans la tête en plein air, dans les hameaux de Biélorussie ou d'Ukraine, etc. Bon, quelque chose que, il y a 10 ans, on n'était pas dans la conscience. Bon, maintenant, ça fait partie de notre conscience du phénomène. Donc, ça vous montre bien comment le concept historique, quel rôle joue le concept historique. Il est artificiel, il est anachronique, hein, il s'éloigne, il met un voile, on pourrait dire, par rapport à l'événement et nous, mais en même temps, il est indispensable. Hein, il est indispensable pour produire de la conscience, pour produire du sens. Et donc, c'est une sorte de verbe, un concept historique, c'est un verbe nouveau qu'on introduit dans l'histoire, un verbe au sens, quelque chose qui a sa propre efficacité. Alors c'est toujours un peu risqué ici, hein. Et donc c'est là que la question de l'objectivité est délicate, hein, parce que c'est à la fois indispensable, mais en même temps c'est un risque. Il y a des concepts dont on abuse. Hein. Et d'ailleurs, un bon historien, c'est de temps en temps changer de concept, ou voir lorsqu'un concept est complètement épuisé. Dans les années 70, par exemple, on a beaucoup travaillé sur le catholicisme intransigeant. Bon, on a fait toute une catégorie, un concept, catholicisme intransigeant. Bon, alors ça c'est quelque chose avec Émile Poula, avec quelques autres historiens. C'est quelque chose qui, à mon avis, a joué un rôle important à ce moment-là, qui a permis de prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes à ce moment-là, mais qui, au bout d'un moment, s'est épuisé, ça finit par masquer plus que ça ne dit. Et donc, il faut savoir jeter un concept pour en inventer un autre. Et donc, moi, par exemple, je ne me sers absolument pas du concept de catholicisme intransigeant, parce que je trouve que ça vieillit, ça masque plus que ça ne permet aujourd'hui d'explorer ou de raconter. Donc, le concept, c'est à la fois une opération absolument indispensable de l'historien, c'est là où se marque son engagement. Ça, c'est ensuite, c'est un verbe nouveau, donc comme un verbe, ça a sa propre efficacité, sa propre fécondité. Hein. Le concept lui-même va produire quelque chose. Hein. Le fait qu'on ait inventé le concept de Shoah, bon, ça va produire de la mémoire, de l'identité, du conflit. Immédiatement, il va y avoir ceux dont la mémoire n'a pas été aussi travaillée et qui vont donc entrer en conflit de mémoire. Donc, ça introduit vraiment quelque chose de nouveau et de la fécondité nouvelle dans l'histoire. C'est vraiment comme un verbe nouveau qui a son propre rôle ensuite et qui joue son propre rôle. Mais en même temps, donc, il y a toute la fragilité du concept, donc la nécessité et la fragilité du concept comme producteur de sens. Et donc, il faut prendre le concept comme une hypothèse, le concept historique, comme une hypothèse régulatrice. Et à quoi elles servent nos hypothèses régulatrices? Se rappeler de mon grand 2. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas une discipline qui est déjà dans la liturgie et dans l'achèvement de l'éternité, mais l'histoire, c'est une discipline de la route. Et donc, c'est-à-dire que l'historien a toujours, bien sûr, le regard et la matière tournés vers le passé, mais qu'il est en même temps, un homme, le vrai historien, un homme tout à fait de son temps, est tourné vers l'avenir. Et donc le concept, ça lui sert aussi à s'inscrire dans l'avenir. Parce que nos longues marches, nos différentes longues marches, certaines s'épuisent. On a vu mourir dans notre contemporanéité plusieurs longues marches. La longue marche communiste en 1989-90, alors pourtant dans les années 70, elle était toute puissante. La longue marche communiste vers la société sans classe, elle s'est épuisée. Il n'y a plus grand monde pour la prolonger. La longue marche nationales, nos longues marches nationales, elles ont du plomb dans l'aile. Il faut se rappeler qu'elles sont récentes, qu'elles datent du début du XIXe siècle, et que, bon, elles marquent des signes de fatigue.
Vous allez me dire, mais non, la nation, oui, d'accord, mais Chevènement, il a fait 5% aux élections. Et donc, ça montre bien quand même que, lui qui voulait prolonger la longue marche nationale, il n'a pas eu beaucoup de soutien à ce moment-là. Et donc, actuellement, les longues marches nationales, elles ont du plomb dans l'aile. Et pour de bonnes raisons, d'ailleurs. Certains, d'ailleurs, veulent les remplacer par une longue marche européenne. Et donc, on nous demande de produire et d'écrire une histoire européenne qui nous donnerait une identité européenne. Enfin, de faire comme Michelet a fait pour la France au début du 19e, on nous demande de le faire aujourd'hui à l'échelle de l'Europe, etc., pour créer de l'identité européenne, etc. Bon, c'est pas aussi simple que ça, malgré tout, mais donc les longues marches s'épuisent. Mais, malgré tout, il y a certaines longues marches qui méritent d'être continuées. Et alors c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je fais de l'histoire religieuse, donc j'ai choisi la toute première des longues marches, celle du peuple de Dieu, parce que je suis persuadé que celle-là ne s'épuisera pas et que celle-là se continuera. Mais par contre, les longues marches mimétiques, les longues marches séculières qui ont été tentées depuis 2 siècles, elles ont eu leur sens, elles ont produit leur effet, mais elles connaissent également leur épuisement. Et donc l'historien s'étonne de ces longues marches, qui accompagnent ces longues marches, qui produit la conscience qui accompagne ces longues marches. Il y a toute une réflexion artistique sur l'ange de l'histoire, et notamment à travers un tableau de Paul Klee, qui est célèbre, qui s'appelle L'ange de l'histoire, et que voici, là, hélas, ceux qui seront loin ne le verront pas. Et donc, notamment Walter Benjamin, qui avait fait des essais hérétiques sur l'histoire, avait décrit ce tableau, et il mettait l'ange de l'histoire semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qui fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche est ouverte, ses ailes sont déployées, son visage est tourné vers le passé. Il ne voit qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il faudra se rappeler que Benjamin écrivait en 1938-39 que c'était un juif allemand qui avait fui le nazisme, qui finira par se suicider en 1939, donc il n'est pas une vision extrêmement optimiste, il n'a pas de raison d'en avoir, de l'histoire. Il ne voit qu'une seule unique catastrophe qui sans cesse amoncelle, ruine ses ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais une tempête souffle du paradis qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir, auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Donc voilà une première métaphore du travail de l'historien. Le regard est à la fois angoissé et écarquillé sur le passé, mais poussé vers l'avenir malgré tout, en lui tournant le dos. Alors ceci dit, je pense que c'est bon. Comme je viens de vous l'expliquer, Benjamin, il avait des raisons de penser ça de l'histoire. Mais dans ma thèse, j'avais corrigé ça par un autre tableau d'ange. Et j'avais pris l'ange à vélo, l'ange à bicyclette d'Arcabas, que vous connaissez peut-être, donc c'est à la chapelle Saint-Tuc de Chartreuse. Arcabas est un peintre contemporain, et donc où on voit un ange avec toutes ses ailes déployées à bicyclette, fonçant avec élan vers l'avenir. Et je pense que le travail de l'historien, c'est ça. Il y a à la fois l'ange façon de Paul Klee, mais l'ange à bicyclette aussi, qui regarde l'avenir vers Arcabas. Et le concept, justement, sert à ça. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de prendre conscience, de sauver le maximum de tout ce qu'il y avait dans le passé, mais en même temps pour accompagner la longue marche d'avenir. Et donc, le propre de l'histoire, finalement, et c'est là qu'on dépasse entièrement la question de l'objectivité, le propre de l'histoire, finalement, ça va être d'accompagner notre être là dans l'histoire. À savoir, nous sommes notre être là aujourd'hui dans l'histoire. Alors, comme je suis maritanien, je vais finir toujours par des citations de mon maître, donc Maritain, qui a toujours rappelé sur l'ambivalence de l'histoire. L'histoire est ambivalente, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul processus, c'est 2 processus. Le bon grain et l'ivré croissent ensemble jusqu'au bout, et ce n'est qu'au bout qu'il y a la moisson. Et donc dans l'histoire, il y a du bon grain, il y a de l'ivraie, et il n'y a pas ni que l'un ni que l'autre. Donc Maritain a expliqué qu'il prend pour premier précepte d'avancer avec l'histoire, ou de la faire avancer, et de marcher à son pas, s'oblige par là même à collaborer avec tous ses agents. Le voilà en compagnie bien mélangée. Il y a plein d'agents différents dans l'histoire. On peut donc trouver dans l'histoire plein de sens différents, des sens momentanés, des sens provisoires, des sens définitifs. Nous ne sommes pas, nous chrétiens, les coopérateurs de l'histoire. Nous sommes les coopérateurs de Dieu. S'absenter de l'histoire, certes, c'est chercher la mort. Il faut agir sur l'histoire autant qu'on peut, Dieu premier servi, mais ne pas nous plaindre ni nous sentir coupables quand elle se fait contre nous, elle ne se fait jamais contre Dieu, elle n'échappera pas à ses desseins, ou de miséricorde, ou de justice. Et Maritain poursuivait, ainsi, le principal point de vue de l'existence dans l'histoire n'est-il pas de réussir, ce qui ne dure jamais. Et de fait, quand vous regardez un peu l'histoire, il n'y a rien qui réussisse en longtemps, même pas des constructions comme la France,
etc. N'est pas de réussir ce qui ne dure jamais, mais d'avoir été là, ce qui est ineffaçable. Et vous avez là finalement, c'était la sagesse du philosophe, mais aussi la sagesse de l'historien, c'est-à-dire toutes les traces qu'on laisse sont ineffaçables. Des traces ineffaçables demeurent, quand bien même la contemplation serait-elle toujours sur les chemins et dans le provisoire, dans la dynamique du provisoire. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on passe, tout ce qu'on essaye de faire, exerce sur le temps, sur le moment historique, une influence, il laisse des traces, ça passe dans le flot du temps, c'est d'importance incalculable, d'une importance que rien ne peut remplacer dans l'histoire des hommes. Et donc il y a deux manières dont l'historien nous aide à être là dans l'histoire. Première manière, dont essayer d'arracher à l'invisible et au flot du temps tout ce qu'on peut arracher. L'historien participe à l'œuvre du salut en justement essayant de sauver tout ce qui peut l'être dans le passé et en lui donnant un poids, les pépites qu'on remonte en permanence et à qui on donne une nouvelle chance de survie, on pourrait dire, ou une nouvelle chance de fécondité. Et donc, voilà la première manière. Et puis, la deuxième manière, et là, bon, l'histoire rapproche un peu la mystique. Ah, excusez-moi, parce que j'ai sauté une page, donc du coup, je suis un peu perdu. Il reste 2 minutes. Alors, je vous lis simplement ce que j'avais écrit. La trace d'avoir été là ne s'efface pas non plus dans l'histoire des hommes. Donc, il y a bien sûr l'histoire de Dieu, la mémoire de Dieu. Mais la trace d'avoir été là ne s'efface pas non plus dans l'histoire des hommes. Cette fois, sans doute, comme la trace d'un caillou qu'on jette dans l'onde, dont on ne peut pas jamais présumer tous les rebonds. Mais la rencontre, la parole, l'acte, tout ce qui est posé par l'homme se détache, se transmet, et a sa propre fécondité inépuisable et imprévisible. C'est-à-dire que tout acte posé dans l'histoire, on n'a jamais contrôlé le dernier rebond. Il y aura toujours un nouveau rebond de l'acte posé, de ce qui a pu être fait dans l'histoire. Rien de ce qui est spirituel ne meurt et tout ressurgit. Tout vient ainsi s'inscrire dans le flux, dans la durée. Tout entre dans un conflit des possibles, tandis que les figures successives du monde passent, que les sens momentanés de l'histoire s'épuisent, et que les signes des temps, par leur ambivalence même, laissent toujours l'histoire ouverte, sans déterminisme, ni téléologie. C'est-à-dire, on ne sait pas non plus, comme l'histoire est le lieu de la liberté des hommes, on ne sait pas non plus quel sera le dernier mot. Et donc, ma citation de Maritain pour conclure, en passant, le présent change de couleur, du seul fait qu'il devient passé et ne se prolonge plus dans la durée qui le joint au nouveau présent où nous sommes, que par certains des rayons virtuels dont il était chargé, et dont un seul faisceau, pour ainsi dire, s'est actualisé le long de cette durée. Il s'éteint quant à tous les autres rayons d'avenir demeurés virtuels en lui, et qui pourtant faisaient partie intégrante de sa vitalité du moment, et auraient pu l'emporter dans l'éternel conflit des possibles. Non seulement le passé a cessé d'être, mais encore parce que dans la continuité du temps, il n'a pas d'existence séparée de l'avenir. On peut dire que devant le regard des esprits, le flux qui le prolonge fait constamment varier ce qui a été. Donc l'histoire, elle est toujours à réécrire, puisque l'avenir continue en permanence de réécrire le passé. Alors là, c'était un peu rapide à la fin, un peu plus compliqué, mais je vous remercie. Voilà.